C'est un train qui a beaucoup fait rêver. Le Mistral a relié Paris à Nice pendant une trentaine d'années, celle que l'on a qualifiée de glorieuse. Il a connu les derniers temps de la traction vapeur et obtenu le prestigieux label de Trans-Europe Express. Au cours de son existence, il a même pu changer de peau, ces rames ayant existé en 3 versions. Il a aussi eu le temps de faire des petits avant de tirer sa révérence pour céder la place au TGV quand l'heure de la très grande vitesse sur rail fut venue. Symbole d'une époque révolue, marquée par une foi sans faille dans le progrès que l'électrification de la ligne Paris-Lyon-Marseille, puis celle courant le long de la Côte d'Azur incarnait, ce train est resté dans les mémoires de tous ceux qui ont eu la chance de l'emprunter, ou plus simplement de le voir passer. Quitte pour certains, parmi les plus passionnés, à organiser de véritables séances de chasse au Mistral. C'est le cas d'André Victor, l'auteur du livre Le souffle du Mistral, paru aux éditions de La Vie du Rail, à partir duquel je vais vous raconter sa petite histoire. Mais alors, à qui ou à quoi le Mistral doit son nom? Si vous pensez au vent qui balaye la vallée du Rhône, vous n'avez qu'à moitié raison. Quelles étaient les compositions de ces rames? Par quelle locomotive a-t-il été tracté? Quels étaient ses temps de parcours? Je réponds à ces questions et à quelques autres encore dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Destiné à relier les 3 plus grandes villes du pays et au-delà à faciliter à partir du port de Marseille l'accès au vaste territoire colonial qui s'étend encore à l'époque sur une partie du continent africain et de l'Asie, le Mistral a été mis en service en 1950. Ce qui a rendu sa genèse possible, c'est l'arrivée de l'électricité sur la ligne Paris-Lyon-Marseille, dont la première section comprise entre La Roche-Migène et Dijon est mise sous tension le 15 mars 1950, quelques semaines avant son inauguration, et la livraison à la SNCF des premières machines électriques de vitesse de la série des 2D2 9100. Le Mistral s'élance pour la première fois depuis la gare de Lyon le 14 mai 1950. Il est alors tracté au sortir de la région parisienne par une locomotive à vapeur, l'électrification de la ligne n'étant mise en service entre Paris et La Roche-Migène qu'à partir du mois d'août. Dès sa mise en service, il ne s'agit pas de n'importe quel train. Pour bien le signifier, il porte le numéro 1 pour son voyage aller vers la Méditerranée et 2 au retour. Toutefois, durant les premières années de son existence, peu d'attributs le distinguent des autres grands express en exploitation. À son départ de la capitale, c'est un train à vapeur presque comme les autres, comme on est habitué à en voir beaucoup depuis l'entre-deux-guerres, alors qu'il circulait sous l'égide de la compagnie du Paris-Lyon Méditerranée. Une rame composée de voitures OSEM, dont l'uniformité de la couleur verte était rompue par l'intégration d'une voiture restaurant et d'une ou 2 voitures salon Pullman bleu. L'ensemble comprenait également un fourgon bagages et était pris en charge par une locomotive à vapeur de type Pacifique, des ex-PLM 6000 de la série des 231. Rien que de très classique dans le paysage ferroviaire de l'époque. Il faudra alors patienter jusqu'au mois d'août ou se rendre en Bourgogne pour découvrir la première grande innovation portée par ce train, l'avènement de la traction électrique. À La Roche-Migène, en effet, là où les locomotives ayant pris leur service à Paris arrivaient aux limites de leur autonomie en eau et en charbon, un relais traction était traditionnellement opéré. Mais ce n'était pas une autre locomotive à vapeur qui attendait dans cette gare le Mistral, mais une des toutes nouvelles machines électriques livrées à la SNCF, une 2D2 9100. Ces locomotives ont été produites à 35 exemplaires pour l'entreprise nationale, qui leur préférera pour la suite des machines à adhérence totale, c'est-à-dire pour l'essentiel des CC ou des BB. Les 2D2 étant dotés, comme leur désignation le laisse transparaître, de 4 bogies moteurs encadrées de part et d'autre par 2 bogies porteurs, un héritage direct de la disposition des essieux en vigueur sur les machines à vapeur, les roues motrices étant, comme celles de leurs ancêtres, d'un diamètre supérieur à celui de celles équipant les bogies porteurs. Ces locomotives étaient alimentées en 1500 volts continus. Particulièrement puissantes, elles avaient la capacité de rouler à 160 km/h, mais très agressives pour la voie, elles seront limitées à 140. Elles contribueront néanmoins à donner au Mistral une image de train moderne. Dans les premiers temps, ce nouvel express fera son terminus à Marseille. Les voyageurs à destination de Nice étant priés de monter à bord d'un autorail Bugatti, qui prenait alors le relais. Il desservait entre-temps les gares de Dijon, où une locomotive à vapeur lui était de nouveau attelée, Lyon-Perrache, Valence et Avignon.
et atteignait sa destination en une dizaine d'heures. Un train qui roulait dans la vallée du Rhône dès sa mise en circulation au moins aussi vite que le vent qui y souffle, d'où pense-t-on son nom de baptême, le Mistral. Mais cette explication n'est que partielle, car si elle fonctionne bien dans le sens de la descente, le vent soufflant dans la vallée du Rhône du nord vers le sud, il n'en va pas de même dans celui de la remontée. Alors, ceux qui, à la SNCF, ont porté ce train sur les fonts baptismaux sont allés chercher du renfort du côté de la culture. L'appellation Mistral fait aussi référence au poète Frédéric Mistral, prix Nobel 1904 de littérature pour son œuvre Mireille, écrite en provençal. Avec lui, c'est en quelque sorte toute la culture régionale du Sud qui remonte vers la capitale. Grâce à cet apport, le nom Le Mistral peut fonctionner dans les deux sens de circulation du train, d'autant que les Marseillais et les Provençaux sont nombreux à cette époque à quitter leur région pour aller trouver une meilleure fortune à la capitale, même si on imagine bien que ces voyageurs-là n'empruntaient pas le Mistral, qui était un train de luxe, mais plutôt des trains de nuit ou les express réguliers pour leur exil vers Paris. Quoi qu'il en soit, le temps de trajet entre les deux villes ne cessera d'aller en se réduisant. Tout au long de la ligne Paris-Lyon-Marseille, la vitesse sera relevée section par section. À partir de décembre 1950, elle monte à 130 km/h entre Paris et Dijon, ce qui met la capitale et Marseille à 8h43 minutes. Un an plus tard, c'est 135 km/h et il faut 8h36 minutes pour faire le trajet. Le 24 juin 1952, la section Dijon-Lyon est électrifiée. Les 2D2 9100 sont remplacés par de nouvelles machines, les CC 7100. La vitesse est encore relevée sur la première moitié du parcours, où les trains peuvent désormais rouler à 140 km/h. Au-delà de Lyon, les Pacific PLM sont remplacés par des Mountain 241P. Ces changements de matériel de traction raccourcissent encore le temps pour relier les deux extrémités de la ligne. Il faut désormais 8 heures et 7 minutes pour faire le trajet. Dans le même temps, le terminus du Mistral est reporté à Nice, le parcours comprenant des arrêts à Toulon, Saint-Raphaël, Cannes et Antibes. Nice est atteinte au bout de 11 heures de voyage. En 1953 sont introduites les BB 9003 et 4 dans le roulement, et le dépôt de Nice se voit affecter des 141R fonctionnant au fioul. Elles remplaceront totalement les Pacifiques sur la ligne du littoral 2 ans plus tard. Nous sommes alors en 1956, année marquée par une profonde métamorphose du Mistral. Fini les voitures aux SEM vertes et les salons Pullman. Elles sont définitivement remplacées par un nouveau type de véhicule spécialement étudié pour ce train, les Davinox 53. Au moment où la SNCF supprime de ses trains la 3e classe, elle transforme le Mistral en un train composé uniquement de voitures comprenant des places en première. Nom de baptême des 2 nouvelles rames mises en circulation cette année-là, Mistral 56. Ces voitures sont luxueuses, les premières en France à bénéficier de l'air conditionné. De ce fait, et pour permettre la circulation de l'air d'une voiture à l'autre, les rames sont nécessairement homogènes. Le Mistral ne peut plus comporter que des voitures Davinox 53. Sur le flanc de celle-ci, une large plaque avec des lettres en relief rappelant le nom du train. 2 types de ces voitures sont mises en service. Elles se distinguent par le nombre de compartiments qu'elles comportent. Les plus nombreuses en comptent 8, dotées de 6 sièges chacun. Les autres, seulement 5 pour laisser place à un espace-bar. Toutes sont montées sur un nouveau type de bogie, le Y20H, spécialement conçu par l'entreprise Carrel & Fouché et équipé d'un nouveau type de frein particulièrement puissant qui autorise le train à rouler à la vitesse de 150 km/h. L'espace-bar est constitué d'un meuble en acajou, de 2 tables, 2 tabourets et 2 fauteuils. L'ensemble ne s'étend que sur un peu plus de 6,40 m, l'équivalent de 3 compartiments. À la place des toilettes, présentes à chaque extrémité des voitures classiques, un office est aménagé. Il comprend une glacière, un évier, un réchaud à gaz et une armoire pour le rangement de la vaisselle. Un groupe électrogène alimente la rame et est placé sous la surveillance permanente d'un électricien embarqué d'un bout à l'autre du trajet. Installé dans un fourgon générateur, il est constitué de 2 moteurs diesel Poyo de 400 chevaux encadrant un alternateur. Un réservoir à combustible permet d'embarquer 1500 litres de carburant.
Ces fourgons ménagent un peu de place à un espace pour les bagages et à un local de service. L'isolation thermique et par conséquent acoustique des voitures est obtenue par un matelas en laine de verre appliqué sur les parois et 2 couches d'amiante dans le plancher. Si les fenêtres ne peuvent plus s'ouvrir, climatisation oblige, elles sont désormais à double vitrage. Le niveau de confort obtenu est exceptionnel pour l'époque. Sur une partie du parcours, 2 voitures de la CIWL sont accrochées à la rame, un salon Pullman et un restaurant dans lesquels il faudra apprendre à se passer de la climatisation qui n'était que l'apanage des voitures Davinox. Le trajet Paris-Marseille se fait désormais en 7h52, Paris-Nice en 10h47. L'année suivante, les CC 7100 autorisés à 150 km/h réduisent encore ce temps de parcours, 7h47 pour la première étape, 10h42 pour l'ensemble du trajet. À la fin des années 50, le souffle du Mistral continue de se faire sentir dans la vallée du Rhône et sur la Côte d'Azur. Le vent se charge de pousser les nuages dans le ciel, le train quant à lui chasse les derniers nuages de vapeur en poussant toujours plus loin le déploiement de la caténaire. En 1958, c'est la section Lyon-Auriol qui est électrifiée. Le changement de traction se fait désormais à Avignon. Puis, c'est au tour d'Avignon-Tarascon, puis de Tarascon-Miramas en 1960 et 61 d'être mis sous tension. Au passage, les BB 9100 remplacent les CC 7100 sur Paris-Avignon. Toujours plus loin, en 1962, la caténaire est mise en service jusqu'à Marseille. C'est la fin des 241P en tête du Mistral. Le parcours Paris-Marseille se fait en 7h10, Paris-Nice en 10h20. En 1964, dès les dimanches, une émission présentée par Pierre Sabag et Léon Zitrone est diffusée en direct à la télévision entre les journaux de 13h et de 20h. Le temps de parcours se réduisant, le Mistral quitte la capitale de plus en plus tard. Ses premiers départs se faisaient à 12h en 1950, passé 13h désormais. En 1965, le Mistral devient un train Trans-Europe Express, bien que son parcours ne l'amène pas à quitter l'Hexagone. Poussant la traction vapeur dans ses derniers retranchements, des BB 67000 remplacent les 141R au fioul sur le littoral. C'est la fin de la traction vapeur sur le Mistral. Entre Marseille et les Arcs, la caténaire est mise sous tension et ce sont désormais des BB 25500 qui prennent en charge le Mistral entre Marseille et Toulon. Un an plus tard, en 1966, arrivent les premières BB 25200 sur le même tronçon. En 1967, la section Les Arcs Saint-Raphaël est électrifiée, suivie dès 1968 de la section Saint-Raphaël-Cannes. Plus au nord, des BB 9300 prennent du service entre Paris et Marseille, arborant fièrement leur nouvelle plaque Mistral. Au passage, la vitesse limite de circulation est remontée à 160 km/h sur la ligne et le trajet Paris-Marseille ne demande plus que 7 heures. Enfin, en février 1969, la ligne est totalement parcourable en traction électrique. Les BB 67000 quittent le service du Mistral qui ne met plus que 6h46 à relier Paris à Marseille et 9h08 Paris à Nice. Dans ces années-là, le Mistral est à son apogée. Il va non seulement bénéficier de nouvelles voitures, encore plus confortables, mais il va aussi faire des petits. La nouvelle rame s'appellera tout simplement Mistral 69. Elle est autorisée à 160 km/h. Elle est conçue sur le modèle des voitures inox roulant déjà sur la liaison Paris-Bruxelles-Amsterdam. La commande porte sur 122 voitures, dont 39 à couloir central, 42 à compartiment, 13 voitures restaurants, 9 voitures bars et 19 fourgons. Elle est destinée à former les rames de l'ensemble des relations estampillées TEE de la SNCF. Parmi les nouveautés, les portes à fermeture automatique, les portes semi-automatiques entre les voitures et des stores réglables par commande électrique. Les voitures restaurants étaient désormais équipées de sièges individuels et les voitures bars intégraient une boutique, une mini-galerie d'art, un service de secrétariat et un salon de coiffure, ces services étant exclusivement assurés à bord du Mistral. Le trajet Paris-Marseille ne prend dès lors plus que 6h42, celui jusqu'à Nice 9h08. Le succès commercial rencontré par le Mistral est tel qu'il est dédoublé. Sur le parcours Paris-Lyon est créé cette année-là le Lyonnais, sur celui entre Lyon et Marseille, le Rhodanien, qui sera mis en service 2 ans plus tard. En 1970, des locomotives de type CC 6500
prennent en charge des trains de ce que l'on pourrait appeler le système Mistral. Le service Pullman est néanmoins retiré du Lyonnais, qui était assuré par les anciennes rames du Mistral 56. En 1975, le Mistral, qui fête ses 25 ans, assure la liaison Paris-Marseille en 6h39. La course à la vitesse et à la réduction des temps de trajet va continuer sur le réseau ferré français et en particulier sur la ligne Paris-Lyon-Marseille. Malheureusement pour lui, le Mistral ne pourra pas rivaliser contre un nouvel entrant, le TGV. Le Mistral aura pourtant jusqu'à son dernier souffle innové. En 1977 arrivent les BB 22200 sur le parcours Marseille-Nice, puis l'année d'après sur Marseille-Paris. En 1979 sont introduites dans le roulement Paris-Marseille des BB 7200. En 1980, le train fête ses 30 ans, un anniversaire qui a toutefois un goût amer. Et pour cause, un an plus tard, c'est la mise en service de la ligne à grande vitesse Paris-Lyon, qui met les deux villes à 2 heures l'une de l'autre, alors qu'il faut au Mistral pratiquement le double de ce temps. Au service d'hiver 1981, il est déclassé et perd sa dénomination TEE. Il devient un rapide à supplément comme les autres, se voyant même affublé d'une tranche de voiture corail pour pouvoir proposer des places en seconde classe. En mai 1982, le TGV arrive dans la capitale phocéenne qu'il rejoint depuis Paris en 5h30. C'est 1 heure de moins que les meilleurs trains classiques à rames tractées. L'aventure du Mistral s'arrête, les express 1 et 2 de la SNCF sont rayés des cadres. Le souffle du TGV a balayé celui du Mistral et ses 30 ans d'histoire. Si vous voulez aller plus loin, je ne peux que vous recommander la lecture de ce livre d'André Victor, publié par les éditions de La Vie du Rail, dans la collection Légendes de train. L'auteur y raconte ses souvenirs avec ce train mythique qu'il voyait passer très régulièrement sous le balcon de sa maison d'enfance à Toulon, mais fait aussi un parallèle très intéressant entre les 3 décennies de son existence et les 30 glorieuses dont il rappelle les grandes dates et les principaux faits marquants. On y croise aussi quelques visages connus de cette période qui ne manquaient pas d'emprunter le Mistral pour se rendre sur la Côte d'Azur. On se rend compte alors de combien cette époque nous est proche dans le temps, mais déjà très éloignée dans nos modes de vie. Et vous, avez-vous eu l'occasion de prendre le Mistral ? Faisiez-vous partie de ceux qui prenaient plaisir à le voir passer ? Vous pouvez me raconter tout ça en commentaire. Je vous lis et vous retrouve la semaine prochaine pour partager avec vous de nouvelles découvertes ferroviaires.